Bonjour tout le monde, je m'appelle du coup Cyril Mottier, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @CyrilMottier. Je voulais commencer un petit peu cette présentation en remerciant le DevFest Nantes parce que c'est la 5e année. C'est pas ma 5e année pour moi, mais c'est ma 4e année. Donc vraiment merci à eux et surtout ils m'ont accepté en fait suite à un mensonge parce que je leur ai annoncé un sujet qui n'est pas du tout celui-ci. C'était en fait un sujet autour d'Android Instant Apps. En fait, j'avais vraiment dans l'idée que je pourrais en parler, mais malheureusement, c'est toujours quelque chose qui n'est pas public pour l'instant, même si ça a été annoncé à Google I/O récemment. Donc merci à eux d'avoir accepté de me prendre sur un mensonge. Donc ce que je vais parler, à la place de ce fameux talk Android qui n'a pas vraiment de signification, je vais parler de ce que j'ai appelé Seamless Linking to Your App. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement essayer de faire tomber les murs entre le web et les apps natives. Donc Android Instant Apps est par exemple un exemple de cette action-là, mais on va voir en fait qu'il y a beaucoup de façons de faire cette chose-là. Et en fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'on a souvent ce combat éternel entre les web devs et les native apps dev. En réalité, c'est vrai que les technos sont différentes, mais en réalité, chacune des plateformes a son usage. Chacune des plateformes a besoin de l'une de l'autre. Et donc, essayons de vivre dans un monde de paix et d'harmonie. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer sur cet aspect un peu religieux des choses. Je vais plutôt me concentrer sur la technique. Et donc, la première chose qui s'offre à vous, en fait, c'est tout simplement de récupérer ou de gérer les liens de votre site web directement dans votre application native. Alors, ça marche comment? Ça marche sur Android, c'est très simple, ça marche grâce à un intent filter. Et les intent filters, ou en tout cas les liens, c'est un petit peu comme les Pokémon. L'idée, c'est de les attraper tous. Plus vous en avez, mieux c'est. En vrai, il ne faut pas trop en attraper. Quand je dis tout, attrapez-les tous, c'est pas forcément tous. Essayez pas, par exemple, si votre domaine c'est google.fr, essayez pas de catcher google.fr/étoile. Il faut plutôt essayer de récupérer ou de gérer les liens que votre application mobile est en mesure de gérer. Donc, dans le cadre de Trendline ou Trendline Europe, donc la société pour laquelle je travaille, on verra un petit peu par la suite qu'on va catcher uniquement les liens que l'application mobile est en mesure de gérer, mais en fait, le site web a d'autres possibilités qui ne sont pas disponibles dans l'application mobile et donc qu'on ne catche pas. Un autre aspect par ici, en fait, Android vous laisse gérer tous les liens que vous voulez. Donc, si votre application, vous décidez de gérer google.fr, vous pouvez. Après, soyez un petit peu responsable, respectez vos concurrents. C'est comme si Trendline essayait de récupérer les liens voyage SNCF, ça n'aurait pas de sens. Donc, restez un petit peu sur vos plates-bandes. Donc, les intent filters, c'est quoi? C'est disponible depuis Android 1.0, donc ça serait dommage de s'en passer, quoi. Les intent filters, c'est la capacité, donc c'est surtout un mécanisme très global et très général à Android. Et dans notre cas, on va s'en servir juste pour récupérer des URL ou pour gérer des URL. Mais en vrai, c'est quelque chose de beaucoup plus global qui est utilisé dans Android pour faire la glue, je dirais, ou en tout cas la communication entre les différents composants qui sont dans Android, à savoir des broadcast receivers, des services, des content providers, etc. Et puis enfin, ils sont définis de façon statique. Alors, j'ai oublié de poser la petite question, je suis désolé, j'étais un petit peu vite pour le début. Je voulais savoir qui connaît, est-ce que tout le monde dans la salle connaît un petit peu le développement Android? Peuvent lever la main. D'accord. Et est-ce qu'il y en a qui se sont aussi confrontés au développement web et au développement iOS? D'accord, donc on a quand même un public qui est au courant de tout ça. Donc là, c'est un petit peu quelque chose que vous devez connaître, surtout si vous connaissez bien Android et que vous avez été déjà familiarisé avec tout ça. Et donc pour en revenir rapidement à Declared Statically, donc pourquoi déclarer de façon statique? Ça veut dire quoi sur Android, déclarer de façon statique? Ça veut dire déclarer soit dans des ressources, soit dans l'Android Manifest. En l'occurrence, les intent filters sont déclarés dans l'Android Manifest. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement que le système est capable de comprendre ou de connaître l'ensemble des liens que votre application va pouvoir gérer sans même devoir démarrer le process. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire que en fait, c'est instantané pour le système. Il suffit juste de lire dans XML et de parser pour comprendre un petit peu que cette application est en mesure de lire tel ou tel lien. Alors vous allez me dire, des fois, ça peut être intéressant d'avoir une gestion de liens qui soit dynamique. Imaginons par exemple une appli qui a besoin forcément d'être en mode connecté. Donc qui demande d'abord à l'utilisateur de se connecter, ça pourrait être intéressant de gérer le lien uniquement que quand l'utilisateur est connecté. Alors en fait, il y a quelques petites astuces avec des activités qu'on enable, disable au runtime, mais globalement,
les liens sont plutôt, enfin en général, on essaie plutôt de faire en sorte que les liens soient disponibles, quel que soit l'état de l'application, et soient disponibles de façon complètement statique. Alors avant de rentrer un petit peu dans comment on définit un intent filter, je voudrais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'une URL, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. Hein. C'est vraiment cette chose-là qui va pouvoir faire le lien entre le web et l'application native. En fait, sur Android, une URL est généralement partagée en au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le scheme. Dans ce cas-là, ici, HTTPS. En général, en fait, c'est aussi connu sous le nom de protocole. Ensuite, on trouve une partie qui s'appelle le host. Alors attention de ne pas confondre le host et le domaine. Le domaine ici, c'est bien trendline.eu, mais le host, c'est bien www.trendline.eu. D'accord ? Donc en fait, ça veut dire quoi ? C'est que le host, ça peut être un domaine, un sous-domaine ou un sous-sous-domaine. Voilà, c'est vraiment toute la partie qui se retrouve juste derrière le scheme, avant la troisième partie qu'on appelle le path. Et le path, c'est tout simplement le chemin, donc tout ce qui se passe derrière votre host. Et une fois qu'on connaît ça, on peut définir des intent filters dans notre Android Manifest, et voilà à quoi ils vont ressembler. Donc cet intent filter donc, qui est défini sur mon activité dans mon Android Manifest, il peut se séparer en 4 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'action. L'action est obligatoire sur un intent filter. Dans le cas des liens, on souhaite juste récupérer cette action view. Donc ce sera toujours view. Bien sûr, dans le cas d'autres intent filters plus global au système, on aura d'autres actions, mais dans le cas des liens, c'est toujours view. Ensuite, on trouve les catégories. Il y a 2 catégories. Pourquoi ? Alors la première, c'est la catégorie default. En fait, c'est tout simplement parce que à chaque fois qu'Android fait un start activity ou un start activity for result, il considère l'intent comme ayant la catégorie default. Donc pour qu'on ait un matching avec cet intent, on doit s'assurer forcément d'avoir la catégorie default dans l'intent filter. Donc à chaque fois que vous allez devoir gérer un lien, vous aurez la catégorie default. Et ensuite, la catégorie browsable, elle sert à quoi ? Elle sert tout simplement à informer le monde extérieur de votre application que cette activity, donc que cet écran, est en mesure de gérer, d'être démarré depuis un browser, un navigateur. Pourquoi c'est important ? Ça veut dire que quand vous mettez cette catégorie en fait, dans votre Android Manifest, qu'on copie-colle souvent de la doc, mais sans comprendre trop pourquoi, en fait, vous faites une promesse au monde extérieur. Vous dites que dès que cette application, dès que cet écran va être démarré, vous n'allez rien faire qui soit dommageable pour l'utilisateur, d'accord, sans une interaction directe pour lui. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on met un browsable et derrière on delete étoile tout le disque. Voilà. Donc faites pas ça, bien sûr. Quand on met browsable, on donne cette promesse, on certifie au monde extérieur que l'application elle est complètement prête à être ouverte depuis un navigateur. Et puis ensuite, on va arriver sur la partie qu'on appelle la data. Donc la data, ça va définir tout simplement les propriétés de cette URL qu'on souhaite gérer. Dans mon cas, dans le cas précédent que je vous ai montré, je souhaitais récupérer l'URL https://www.trendline.eu/search/Nantes/Paris. D'accord ? Donc ce que je vais avoir, c'est que je vais d'abord avoir une première section data. Et cette première section data, elle va dire tu ne récupères les URL que celles qui ont un scheme qui soit en HTTPS et un host en www.trendline.eu. Donc là, rien de magique. Et ensuite, tu vas récupérer les paths. Alors, qu'est-ce que c'est que le path ? On l'a expliqué un petit peu avant, mais dans Android, en fait, il va y avoir 3 types de paths. Soit un path, donc là, c'est un matching exa. Donc ça veut dire que je vais matcher toutes les URL en HTTPS, enfin le domaine, le scheme plus le host, /search, pardon. Et s'il y a quelque chose derrière, ça ne matchera pas, et donc je ne récupérerai pas cette URL. D'accord ? On a un deuxième modèle qui est le path préfixe, donc ça va être toutes les URL qui commencent par ce préfixe. D'accord ? Donc ici, /search/. D'accord ? Et on a un troisième modèle, donc je n'ai pas mis en exemple ici, mais qui s'appelle path pattern, donc qui va vous permettre tout simplement de faire du pattern matching sur vos URL. D'accord ? Et donc avec ça, normalement, vous avez tout l'outillage pour vous permettre de récupérer les URL de votre site. Alors vous allez me dire, vraiment le monde, il est si simple que ça ? Dans le cas de Capitaine Train ou de Trendline Europe, non, malheureusement, ce n'est pas aussi simple, puisque l'intent filter a plutôt cette apparence-là. Donc c'est beaucoup plus lourd, je suis d'accord. Mais en fait, si on regarde de plus près, pourquoi il y a tout ça ? Alors là, on va retrouver, en fait, depuis que Captain Train s'appelle maintenant Trendline, on a un petit peu changé la façon de gérer nos URL. On a tout simplement ce qu'on appelle des domaines en .tld. Donc en gros, on va avoir www.trendline.fr, BE, ES, IT, etc. Et donc là, on va pouvoir matcher donc, tous les HTTPS www.trendline.le pays
Mais ça ne suffit pas. En fait, pourquoi? Parce qu'on a de la legacy, on a des sous-domaines, on a plein d'autres choses. Et donc c'est ici ce qu'on rajoute ici. Donc en fait, on va rajouter tous les sous-domaines, tous les domaines sans VVV, ce qui va tout simplement nous permettre d'éviter un aller-retour. Donc si je n'avais pas mis ce bloc-là, donc imaginons que je n'avais pas mis trendline.de, quand je clique sur un https trendline.de, j'aurais ouvert Chrome, Chrome aurait fait un redirect en 302 ou en 301, et j'aurais rouvert l'app. Donc on aurait eu un espèce de jump entre notre appli, enfin l'appli sur laquelle je clique sur le lien, Chrome, et ensuite notre appli. Ce qui est un petit peu décevant. Donc pour éviter tout ça, on va directement les ajouter dans l'intent filter. Vous voyez aussi qu'on a rajouté ici HTTP. Donc en fait, tout simplement parce que le serveur, c'est de la même chose. Si je commence à taper sur HTTP, en fait, il va me rediriger directement sur HTTPS. Donc pour éviter cet aller-retour, eh bien, je vais mettre HTTP ici. Et puis enfin, on va retrouver ce qu'on appelle la legacy, puisqu'on a eu des liens dans le passé qui étaient en captaintrain.com qui ont été disponibles. On souhaite encore que l'application gère ces liens-là, et donc on les retrouve à la fois avec le VVV en bas, et à la fois sans VVV en haut. Alors pour ceux qui connaissent un peu Captain Train ou Trendline Europe, avant on s'appelait Capitaine Train, donc on avait encore un autre domaine. Mais avec le rebranding récent, on a décidé de le supprimer tout simplement de l'application, quoi. Donc ça, c'est toute la partie statique. Et ensuite, on arrive dans le code Java, tout simplement parce que maintenant, on est en mesure de répondre au système comme quoi on est capable de gérer tel ou tel lien. Et ensuite, il va falloir commencer à lire un petit peu ce lien et en faire quelque chose. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va déjà définir l'équivalent Java de tout ce qu'on a défini en XML. Donc, je vais avoir une liste scheme ici, avec les deux schemes disponibles ou que je gère, c'est HTTP et HTTPS. Et puis ensuite, je vais avoir donc, ce qu'on appelle généralement les autorités sur Android, ou en l'occurrence les hosts, avec une longue liste de tous les domaines qu'on gère. Juste pour la petite histoire, pour ceux qui aiment bien Java, parce que je sais que souvent on se rate, arrays.asList, ce n'est pas une liste non modifiable, d'accord ? C'est une liste dans laquelle on ne peut pas rajouter d'éléments, mais on a le droit de changer les éléments dans cette liste. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre unmodifiable list, pour éviter que le monde extérieur ne puisse modifier scheme, qui est censé être une constante. On n'est pas censé changer les constantes, d'accord ? Voilà, c'était juste pour la petite aparté. Et puis ensuite, une fois que j'ai toutes ces listes-là, eh ben, je vais pouvoir aller dans mon activity. Et comment je récupère mon code? C'est tout simplement dans la méthode onCreate. Je vais pouvoir lire mon intent. Donc l'intent, c'est tout simplement l'objet qui a permis de démarrer cette activité. Et dans la data, je vais récupérer une URI, qui est en fait l'URL sur laquelle l'utilisateur a cliqué. D'accord ? Et ensuite, je vais tout simplement faire un parsing pur et simple de cette URL. Alors là, le parsing est assez simple. Je vais vérifier que l'autorité est bien contenue dans les autorités, que le scheme est bien dans le scheme. Et puis ensuite, je vais commencer à regarder les segments du pass. Donc, qu'est-ce que c'est les segments du pass? En fait, c'est tout simplement un segment, c'est un morceau entre deux slash. D'accord? Donc, dans le cas précédent, j'avais search, Nantes, Paris. D'accord? Donc, je vais m'assurer que le premier segment, donc déjà qu'il y ait des segments, je vais m'assurer qu'il y en ait 3 segments, et je vais m'assurer également que le premier segment soit bien search. Et puis ensuite, les segments 1 et 2, ou en tout cas, 2 et 3 on va dire en numérotation naturelle, vont en fait représenter les stations vers lesquelles je veux aller. Et une fois que j'ai terminé de lire ce lien, eh ben, je peux démarrer ma recherche. D'accord ? Et bien sûr, cette activité fonctionne bien sûr si vous n'avez pas démarré l'activité via un lien, puisque ici, on aura une URI qui est nulle, et on va en fait démarrer une search sur une gare de départ et une gare d'arrivée qui sont nulles. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne d'un point de vue utilisateur? Parce que tout ça, c'était beaucoup de code. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue utilisateur? Alors là, c'est ma femme qui m'envoie un petit message, « Let me trainline that for you ». Et puis, je vais cliquer sur ce lien, et ça va m'afficher ça. Pourquoi ça m'affiche ça? Tout simplement parce qu'en fait, cet intent filter, il est aussi disponible dans Chrome. C'est-à-dire que Chrome dit, moi, je suis capable de gérer tous les liens en HTTPS et en HTTP. Donc en fait, le système se retrouve avec 2 apps qui peuvent répondre à cette demande, et donc il me demande avec quelle app tu souhaites ouvrir ce lien. Donc là, moi, ce que je vais pouvoir cliquer, c'est tout simplement Open with Trendline EU, et je vais arriver tout simplement dans l'application avec Nantes et Paris qui sont présélectionnés, ce qui est très très pratique, quoi. Donc on commence à faire tomber les murs. Le problème, c'est, comme vous avez pu le voir, c'est cette fameuse étape où je dois choisir pourquoi il y a Chrome, alors qu'en vrai, ce qu'on veut, c'est vraiment Trendline. Donc, il y a plusieurs façons de sortir de ça. La première, c'est de cliquer sur le fameux Always. Non,
Non, voilà. Si vous cliquez sur Always, la prochaine fois que vous cliquerez sur ce type de lien, le système va tout simplement se rappeler de ce que vous avez fait et il ouvrira toujours l'application Trendline. D'accord ? Donc ça, c'était la première technique. Sinon, il y a une autre technique qui a été utilisée longtemps, mais maintenant, moi, que je ne vous conseille pas du tout, mais que je préfère vous en parler, c'est d'avoir quelque chose, ou en tout cas un intent filter qui soit unique. Donc ce que font souvent les gens, c'est qu'ils vont changer le scheme, donc le scheme HTTP, et ils vont gérer, ils vont dire, ouais, mais maintenant, je gère les trainline de points //. Ce qui fait que Chrome ne peut pas répondre à trainline de points // parce qu'il n'est pas au courant de trainline de points //. Mais on se retrouve avec un lien qui n'est pas vraiment universel. Sur le web, il n'a pas de sens, ce trainline de points //. Donc c'est vraiment une technique qu'il faut proscrire au maximum, mais qui a existé beaucoup parce que sur iOS, c'était la seule possibilité qu'on avait encore jusqu'à il y a 2 versions. Et puis si ça ne vous suffit pas, en fait, il y a une meilleure solution, et ça s'appelle AppLinks. Qu'est-ce que c'est AppLinks? C'est tout simplement associer votre site web à votre application. Donc en fait, vous allez informer Android que votre site web et votre application sont une même entité, et donc quand vous cliquez sur trendline.eu, en fait, Chrome n'a pas a moins de sens que l'application qui est complètement associée à ce domaine. Donc si en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que ça donne? Voilà, j'ai un lien, j'ai acheté un billet, je clique sur ce lien, et donc ça va actuellement, enfin, si je ne le fais pas, voilà ce que ça va me donner. Ça va m'afficher tout simplement un chooser qui va me demander entre Chrome et Trendline. Et puis ensuite, je vais rentrer dans l'app. Et donc avec AppLinks, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter cette étape du milieu. Elle va complètement disparaître et de façon complètement transparente. Donc là encore, on va vraiment faire tomber des murs entre le web, donc des liens qui sont vraiment dédiés au web, et l'application. Bien sûr, si je n'ai pas l'application, j'irai sur le site web. Si j'ai l'application, je vais direct dans l'application. Alors cette fonctionnalité, elle est disponible depuis Marshmallow. Vous allez me dire, ouais, Marshmallow, c'est assez récent, oui, mais en fait, elle est assez simple à mettre en place, donc c'est quand même dommage de passer à côté. Elle évite cette fameuse Open with Dialog, et enfin, elle va, ce que je vous disais tout à l'heure, permettre de considérer que l'app native et le site web sont 2 entités complètement similaires, en fait, qui appartiennent au même produit. Donc en quoi ça va consister? Comment on va pouvoir mettre en place tout ça? En fait, on retrouve notre intent filter classique. En l'occurrence, on retrouve le même view qui est obligatoire, sinon ça ne fonctionne pas. Mais de toute façon, comme je vous disais, ça ne fonctionnait pas sans ça. On doit aussi ajouter cette catégorie browsable. Et la petite contrainte, c'est que bien sûr, ça ne fonctionne que sur des schemes qui sont HTTP ou HTTPS. Si vous commencez à mettre FTP, mon scheme de points //, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne vraiment qu'avec des schemes en HTTP et HTTPS. Alors c'est quoi la différence? Vous allez me dire, il n'y a pas de différence. Si en fait, il y a une petite différence qui était là-haut, qui est auto-verify. Donc Android .auto-verify, c'est la seule addition que vous devez faire à l'application Android pour mettre en place AppLinks. D'accord? Donc ça, c'est vraiment que du côté Android. Alors juste pour la petite anecdote, d'ailleurs, si vous allez sur la doc Android, vous ne trouverez pas ça dans la doc du Android Manifest. Ils ne sont pas mis à jour, c'est pas dedans. Ce que je vous conseille vraiment pour toujours être à jour, c'est d'aller voir la doc de r.attr, qui est un petit peu verbeuse, qui est très longue, mais au moins qui contient tout ce genre de choses, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre auto-verify? Tout simplement, à l'installation, Android va aller chercher des fichiers pour s'assurer de la validité, ou en tout cas de la connexion entre votre application native et votre site web. Donc ça, c'est vraiment fait à l'installation pour que dès que vous cliquez sur un lien, même si l'app n'a jamais été démarrée, en fait, l'app est considérée comme associée au site web. Et puis bien sûr, cette vérification, donc on va voir un petit peu par la suite, elle est considérée comme valide que si tous les hosts sont vérifiés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce que va faire Android, c'est qu'il va aller voir cette URL. Donc d'abord, il va toujours aller voir en HTTPS. Donc Android va va tout simplement démarrer une requête HTTPS pour récupérer un fichier qui est sur le domaine, en l'occurrence trendline.u, trendline.fr, trendline.de, etc. Et puis ensuite, il va aller voir ce fichier-là. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce point well-known? En fait, c'est une RFC. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la RFC 5785. Moi, je les connais par cœur, toutes les RFC. Je joue avec le soir. Non, mais plus sérieusement, c'est juste en fait un dossier qui vous permet de... Enfin, cette RFC définit ce dossier qui permet de mettre des métadatas sur votre site, d'accord? Donc, ce lien entre le site web et les applications natives se fait en fait via l'intermédiaire de ce point well-known, dans lequel on met un fichier qui s'appelle assetlinks.json. Donc ça, c'est vraiment, il faut s'assurer que ça soit toujours ce naming-là. Et puis Android va aller chercher ce fichier, mais par contre, il y a 2 petites contraintes. C'est-à-dire que quand il va aller chercher ce fichier, il faut que la réponse soit forcément un content type application JSON, parce qu'on va voir dedans que c'est un JSON. C'est pas juste parce que c'est un point de JSON que c'est un JSON. Et puis surtout,
ça va être considéré que valide, valide que quand on aura un retour 200. Donc ça veut dire ça veut dire bien sûr que les 400, 500, etc., c'est pas considéré comme valide, mais la petite chose à pas oublier, c'est que même un redirect, donc 301 permanent ou 302 temporaire, n'est pas considéré comme quelque chose de valide. D'accord ? Donc assurez-vous que ce lien, ou en tout cas ce fichier, est disponible forcément en 200. D'accord ? Et voilà ce que va faire Android dans le cas de notre return filter. Il va aller chercher tous ces fichiers-là, et il faut que tous ces fichiers donnent donc un résultat en content type JSON, et tous ces fichiers donnent un résultat sur un retour en 200. Donc ça fait beaucoup de fichiers. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans ce fichier ? On va avoir quelque chose qui s'appelle le Digital Asset Links JSON. Et c'est ce fameux fichier qui va en fait définir l'association entre votre site web et votre appli Android. Donc regardons un petit peu à quoi ressemble ce fichier. En gros, il y a deux parties dedans. La première partie, c'est ce qu'on appelle la relation. La relation, on va en fait définir la délégation de services que vous faites à la cible. Donc là, en l'occurrence, ce fichier va être donné par un site web qu'on appelle la source. Donc la source va reléguer, via la relation, à la target, qui est l'objet juste derrière. Et cette target, dans notre cas, ça va être un namespace, donc Android App, qui a bien sûr un package name. Alors là, moi, je suis un peu déçu qu'ils aient appelé ça package name et pas application ID, parce que je trouve que c'était plus parlant. Alors vous allez me dire pourquoi c'est com.capitainetrain.android, parce qu'en fait, c'est le package name tel qu'il est sorti au début, et que ça, c'est quelque chose qui doit rester fixe dans le temps. Donc ça restait là-dessus. Et puis ensuite, on va trouver ce qu'on appelle l'empreinte du certificat, donc qui est tout simplement un SHA-256 de votre certificat qui a permis à signer votre APK. Alors la petite note là, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous allez voir que c'est un tableau. On voit bien que c'est un tableau de string. Alors pourquoi c'est un tableau ? En fait, c'est parce que vous pouvez mettre plusieurs empreintes de votre certificat. Par contre, si vous vous retrouvez avec plusieurs empreintes là-dedans, ça veut dire que globalement, vous avez signé un même APK, donc un APK ayant un même ID, avec plusieurs clés de signature. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je veux bien qu'on discute à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en gros, c'est vraiment du sucre syntaxique, parce que si vous mettez deux strings dans ce tableau, ça revient à mettre deux blocs. Donc on aura un autre bloc avec une autre target, avec le même package name, le même namespace, mais un autre fingerprint. D'accord ? Donc vous allez me dire là, mais je me concentre beaucoup sur Android. En vrai, si vous regardez la spec, vous avez le droit aussi de mettre un namespace iOS app. D'accord ? Et au lieu de mettre un package name, vous allez mettre une URL. Une URL qui pointe, un app ID, pardon, un app ID qui pointe vers votre identifiant d'app iOS. Malheureusement, pour être honnête, je sais que ça existe, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas si ça fonctionne parce que voilà, je vous laisse essayer, mais je sais que la spec en tout cas permet de mettre une application iOS là-dedans. Donc là, en fait, on va se retrouver. Là, je vous ai juste mis un exemple tout simple, mais en vrai, on peut avoir plusieurs blocs comme ça. On peut avoir plusieurs blocs comme ça sur un même domaine. Donc imaginons, je sais pas, Google.fr, à mon avis, ils ont plusieurs blocs, puisqu'ils ont Maps potentiellement, ils ont Google Play Books, plutôt Google Play, ils vont avoir Play Books, Play Games, Play machin. Donc on va avoir plusieurs applications, mais sur un même domaine. Ou on peut avoir un bloc pour plusieurs domaines. C'est le cas de Trendline, puisqu'on va avoir le trendline.eu, trendline.fr, trendline.de, et tout ça va se retrouver complètement dupliqué sur tous les domaines. D'accord ? Alors comment on récupère juste ce petit certificat, la clé, l'empreinte du certificat? Voilà, vous pouvez aller dans votre terminal, vous tapez cette commande-là, et ça va vous donner ce fameux certificat. Google vous fournit aussi quelques outils pour vérifier que ce que vous avez fait fonctionne, ce qui est très très pratique, parce que encore une fois, je vous expliquais qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, le fameux retour 200, content JSON, etc. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur ce site-là, et tout ce que vous allez changer, c'est le host. Ici, donc en l'occurrence, dans notre cas, www.trendline.eu, www.trendline.fr, etc. Et si tout fonctionne, voilà ce que va vous afficher cette API. Elle va vous dire que tout est valide. On le voit bien ici d'ailleurs, en tout petit, errors none. Il n'y a pas d'erreur. Par contre, il y a plein d'info-messages, donc vous pouvez aller lire les info-messages, mais globalement, ce qui veut dire, c'est que le Digital Asset Links de trendline.eu fonctionne bien. Alors comment on va voir ça en tant qu'utilisateur ? Eh ben si vous avez un téléphone Marshmallow, vous pouvez aller dans les settings de votre application. Et voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir en fait une nouvelle section qui s'appelle Open by Default. Et si vous cliquez sur ce Open by Default, vous allez arriver dans tous les liens que gère cette application. D'accord ? Et là, quand on regarde un petit peu,
on peut cliquer sur Supported Links. Et si je clique sur Supported Links, voilà ce qui se passe dans le cas de Trendline Europe. On va vraiment avoir la liste de tous les liens qui sont directement gérés par cette application. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur un de ces liens, on va ouvrir directement cette application parce qu'elle est considérée comme vérifiée. Alors bien sûr, si vous considérez que vous n'êtes pas d'accord, imaginons Twitter fait ça et vous avez l'application Twitter et puis il y a un autre client Twitter, vous préférez l'autre client Twitter, vous pouvez bien sûr désactiver en utilisant le Open Supported Links. Là, vous pouvez changer en Ask Every Time ou Don't Do Anything. Voilà, donc il y a quand même encore entre les mains de l'utilisateur la possibilité de changer tout ça, quoi. Donc là, on a vraiment fait tomber les murs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on clique sur un lien, maintenant, on arrive directement dans l'application si elle est installée. Par contre, si elle n'est pas installée, vous allez sur le site web. D'accord ? Donc ce qui peut être intéressant de dire, c'est d'essayer de faire un peu de promo autour de votre application sur le site web. Et ça, c'est disponible dans Chrome, et ça s'appelle les Related Apps Banner. Voilà un petit peu à quoi ça va ressembler, c'est que quand vous allez arriver sur le site, il va s'afficher une petite notification en bas, qui va vous dire que l'application est disponible sur le Play Store. Ça va même donner les ratings du Play Store, le nom du Play Store, et vous allez carrément pouvoir installer l'application directement depuis Chrome. Donc même plus besoin d'aller dans le Play Store et de faire les choses. Donc comment ça marche tout ça ? Ça marche déjà sur Chrome 44 et supérieur. Qu'est-ce que c'est ? Juste pour la petite information, on est en Chrome 54 aujourd'hui, aux dernières nouvelles. Et Chrome 44, en fait, ça a plus d'1 an. Donc, vu que les mises à jour se font plutôt de façon effective sur Chrome, vous pourrez considérer que c'est disponible sur 100% des terminaux. C'est vraiment très facile à utiliser. En gros, ça va quand même apporter un gros avantage, c'est que vous allez savoir si l'app est installée. Vous n'allez pas vraiment le savoir directement, mais Chrome va le savoir, parce que lui il a le droit. Mais en fait, ça va vous permettre d'accéder à des possibilités qui ne sont pas possibles juste en ayant du code web classique. Et enfin, ça va s'afficher vraiment quand c'est approprié. Donc quand Chrome considère d'utiliser l'application native est plus important ou plus intéressant que d'utiliser le site web, Chrome va afficher cette fameuse notif. Donc comment on fait fonctionner tout ça ? Encore une fois, HTTPS, donc là il n'y a pas vraiment de mystère, hein. Je veux dire, Google prône le HTTPS, donc il le pousse un peu partout. Donc pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut déjà que votre site web réponde en HTTPS. Ensuite, vous allez devoir aller modifier votre header, et dans le header, vous allez rajouter un manifeste. Donc il va permettre quoi ce manifeste ? Il va définir en clair votre site web, d'accord ? Et dans ce manifeste, si je vais voir dedans, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Alors c'est du JSON classique, assez verbeux, etc. Mais si on regarde un peu de plus près, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de mettre en place ? On va avoir besoin de mettre en place une icône. Donc pour que les Related Apps Banner fonctionnent, il faut au moins une icône, et que cette icône soit en 144 par 144, et de type PNG. Donc ça, c'est la contrainte des Related Apps Banner. Mais je vous conseille bien sûr d'en mettre d'autres. À titre d'exemple, sur Trendline, on en a 5 tailles différentes qui seront utilisées en fonction de la densité du téléphone, ou de la taille à laquelle cette icône est affichée. Ensuite, on doit avoir un short name. Encore une fois, c'est une obligation si vous voulez que Related Apps Banner fonctionne, mais pour être honnête, je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce que Chrome va utiliser le nom qui est dans le Play Store plutôt que le nom qui est défini dans votre manifeste. Et puis enfin, on va avoir deux paramètres qui font... Là où la magie apparaît, c'est tout simplement de mettre ce Prefer Related Application à true, donc il demande une valeur booléenne, donc qui est soit false, soit true. False par défaut, et quand c'est absent, c'est bien sûr faux. Et donc si vous le mettez à true, qu'est-ce que va faire le navigateur ? Il va aller voir dans cette fameuse liste Related Applications. Et dans cette liste Related Applications, on a plusieurs hash, en l'occurrence juste ici un, mais on pourra en avoir plusieurs. On va avoir du coup une application, d'abord une application qui pointe vers le Play Store. Donc on va dire que la plateforme c'est le Play Store, et l'ID de cette application, encore une fois, c'est com.capitainetrain.android. Encore une fois, ici, si on parle d'iOS, il y a bien dans les specs un bloc pour iOS. La plateforme sera iTunes, et à la place de l'ID, vous aurez une URL qui pointe vers l'URL d'iTunes. Pour être honnête, encore une fois, je sais que ça existe, mais je ne l'ai pas mis en place. Donc je ne sais pas exactement si Chrome for iOS l'affiche vraiment au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez vraiment la spec, je vous conseille d'aller sur w3c.github.io/manifeste. Donc vous trouverez toute la doc de ce manifeste, qui est vraiment pas juste relié au Related Apps Banner, c'est qui va aussi vous permettre de mettre en favori, pouvoir ajouter un favori sur le launcher, de pouvoir faire en sorte que votre application soit une standalone apps, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour vous dans cette spec, qui n'est pas si longue à lire et qui est assez simple à lire.
Alors je vais mettre ça en prod et puis je vais jamais voir cette bannière. Alors pour être honnête, ça m'est arrivé, donc j'étais vraiment en mode what the fuck, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit et ça marche pas. Et en vrai, voilà pourquoi ça marche pas. Parce que si vous lisez la doc, il faut bien lire ça. Alors je vous rassure, j'ai mis je pense que je l'ai lu au moins 4 ou 5 fois avant de comprendre vraiment ce qui se passe. Mais en fait, la bannière ne s'affiche au jour d'aujourd'hui dans Chrome 54 que si l'utilisateur va visiter au moins 2 fois en 2 jours séparés sur les 2 dernières semaines votre site internet. C'est un peu what the fuck, je suis d'accord. Mais heureusement, il y a une dev option pour ça. En fait, il y a une dev option pour everything. Et cette option, c'est Chrome//flags bypass app banner engagement checks. Donc, en activant cette option, vous allez toujours avoir la bannière. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, en fait, l'heuristique pour l'affichage, enfin, l'heuristique qu'utilise Chrome pour afficher cette bannière, elle est un petit peu compliquée. En vrai, tout à fait, mais c'est quelque chose qu'ils ne s'interdisent pas de changer, en fait. Ils ont juste voulu être un peu prévoyants au début, pour éviter que tout le monde affiche cette bannière et qu'on la voit sur tous les sites. Mais au fur et à mesure, je pense que cette heuristique sera mise à jour et un petit peu améliorée pour faire en sorte d'afficher de plus en plus cette bannière. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, j'ai cette fameuse bannière, je clique sur Install, je me retrouve directement dans Chrome à pouvoir installer, enfin voir le détail de mon application et même pouvoir l'installer. Quand je clique sur Install, la bannière se met à jour en me disant ouais, tu es en train d'installer l'application Trendline Europe. Et une fois que c'est installé, j'ai ma notif qui dit l'application est installée, il suffit de cliquer sur la notif et on arrive dans l'application. Donc là encore, on a encore fait tomber des murs puisque on est en train de faire la promotion de l'application native directement depuis le site web. Le problème, c'est que tout ça, ça peut bien marcher, mais si vous aviez déjà un compte sur le web, vous vous retrouvez à avoir... vous êtes en mode connecté sur le web, vous installez l'application sur Android et puis il faut vous reconnecter. Donc il faut remettre votre email, il faut remettre votre mot de passe, ce qui est un petit peu éprouvant. Alors il y a des techniques, bien sûr, hein, les single sign-on, à savoir Facebook, Google+, etc. Mais Google en fournit une autre qui s'appelle Smart Lock for Password, qui est très pratique parce qu'elle va vous permettre de récupérer tous les credentials, donc tous les emails, mots de passe associés à votre produit. Donc comment ça va marcher? Alors là, on va arriver du coup sur l'appli Android. On va ajouter du code qui est disponible dans les Play Services. Donc comme vous connaissez les Play Services, il y a beaucoup de code verbeux voilà, juste pour accéder aux Play Services. Donc là, je vais créer un Google API Client et je vais utiliser l'API Credential API. D'accord? Si la connexion se passe bien, je vais arriver dans mon mode unconnected. Et dans le unconnected, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout simplement, je vais faire une demande à Smart Lock for Password. Est-ce que tu as des credentials qui ont juste un password, enfin qui sont des credentials de type password, et si tu en as, merci de me callbacker dans mRequest callback. Qu'est-ce qu'il y a dans mRequest callback? On va juste vérifier que les credentials sont bien valides, et si c'est le cas, bah on va appeler notre méthode qu'on a récupéré des credentials, donc en clair, un mot de passe et un email. Si ce n'est pas le cas, on va essayer de résoudre ce problème. Donc qu'est-ce que sont ces deux méthodes? Donc, quand on récupère des credentials de la part de Smart Lock for Password, on va d'abord faire un truc qui peut paraître un peu magique, qui s'appelle Disable Auto Sign-in. À quoi sert ce Disable Auto Sign-in? En fait, là, on vient en fait tout simplement de se connecter, d'accord? Donc si l'utilisateur se déconnecte, on s'est connecté de façon complètement transparente. Donc si l'utilisateur se déconnecte, il va en fait se faire reconnecter de façon complètement transparente. Donc en fait, on tombe complètement dans une boucle où on se connecte, on se déconnecte, ça se reconnecte, on se déconnecte, ça se reconnecte tout seul. Et pour éviter ça, en fait, on va dire à Smart Lock for Password que la prochaine fois que je me déconnecte, merci de ne pas t'auto-connecter. Et donc c'est à ça que sert cette méthode Disable Auto Sign-in. Et puis ensuite, on va appeler notre méthode sign-in, qui est tout simplement celle qui va faire notre requête au back-end et qui va nous permettre de nous sign-in sur notre back-end, d'accord? Qui nous donnera un token qu'on va pouvoir utiliser dans tous nos calls HTTP. Dans le cas où ça ne s'était pas bien passé, c'est-à-dire que en fait, le cas onCredential retrieve, là, il est appelé uniquement quand vous avez qu'un credential, donc un couple email, mot de passe qui avait été enregistré pour votre site web. Mais il se peut que vous ayez 3-4 mots de passe, vous avez 3-4 comptes sur ce site. Dans ce cas-là, il va falloir afficher une dialogue vous demandant c'est quel credential tu préfères. Et donc ça va se passer dans Resolve Result. On va être appelé dans Resolve Result. Et puis, encore une fois, c'est du code un petit peu lourd et un petit peu verbeux à la Play Services, mais on va tout simplement, si le status code est resolution required, on va demander à démarrer une activité
avec un result code qui va permettre de résoudre ce problème. Et donc, une fois que la dialogue a été affichée et a été validée ou annulée par l'utilisateur, on va retourner dans la méthode onActivityResult de notre activity, et là, on va regarder le résultat. Donc là, dans le cas où je suis bien en result code, smart log for password, en train de lire les mots de passe, si mon résultat, je me suis trompé, c'est result request code, non, result code, c'est bon. Result code est égal, alors je vais arriver avec un credential que je vais récupérer dans cette fameuse clé extra key, et que je vais passer à ma méthode onCredentialRetrieved, qui est exactement celle que j'avais en haut, où on va tomber dans le process classique. Donc à quoi ça ressemble d'un point de vue utilisateur? Ben, ça ressemble à ça. Si j'avais qu'un credential, la première fois où j'ouvre l'app, il va s'auto-connecter, il va me dire « Ah, mais tu avais déjà sur cette adresse un compte Trainline, je t'ai même pas demandé de te connecter, je me suis juste auto-connecté avec ton compte. » Si j'en avais plusieurs, c'est ce qui se passe ici, il va m'afficher cette dialogue, et j'ai juste à choisir sur quel compte je veux partir, et ensuite il va se connecter directement avec. Donc ça, c'est juste la façon de récupérer ces credentials qui sont en fait partagés à travers tous vos devices juste via votre compte Google. Par contre, il y a des fois où vous allez devoir modifier tout ça. C'est dans le sauver ou modifier. Donc ça va être le cas, par exemple, la première fois où l'utilisateur ouvre l'application, il n'a jamais été sur le site web, et vous créez un compte, vous allez vouloir sauver ces credentials pour pouvoir les retrouver plus tard. Donc comment ça va se passer? On va tout simplement continuer à utiliser smart log for password avec cette petite méthode qui s'appelle save, assez logiquement, qui prend un client Google API Client et des credentials. Ces credentials étant tout simplement un couple email-password. Donc là, je suis juste en train de dire à smart log for password, sauve-moi cet email et ce password, ce couple email-password. Et puis, comme c'est des play services, il va falloir vérifier un petit peu ce qui se passe au résultat. Donc, on va avoir une callback. Dans cette callback, si le statut est success, alors on peut afficher un toast, mais vous pouvez ne rien afficher si vous voulez. Là, je suis juste en train de dire à l'utilisateur que les credentials ont bien été sauvés dans smart log for password. Et puis, si ça n'a pas fonctionné, faut vérifier si on peut essayer de résoudre ce problème-là. Et on va donc, encore une fois, essayer de démarrer une activity avec un résultat code. On va taper ensuite dans le onActivityResult. Et ça va nous permettre d'afficher cette fameuse dialogue, qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a sur Chrome de façon automatique. Vous savez, quand vous vous connectez, et en haut, est-ce que vous voulez sauver ces credentials pour ce site? C'est exactement la même chose, sauf que là, vu que vous êtes dans du natif, c'est à vous de le gérer, et ce n'est pas l'application, ou en tout cas les play services qui vont le faire pour vous. Donc c'est à vous de le gérer. Et donc quand c'est la première fois en fait, que vous utilisez l'application, il va vous demander est-ce que vous voulez sauvegarder ce password. Si vous faites Save for Password, les prochains mots de passe seront tous enregistrés. Si vous faites Never, il ne vous enregistrera jamais les mots de passe. Il faudra aller dans les settings de Smart Log for Password pour pouvoir réactiver cette possibilité d'enregistrer les mots de passe et les credentials en général. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez appeler à chaque fois que vous créez un compte, alors, soit vous sign in, soit vous sign up, soit vous modifiez un compte. Il y a aussi des fois où vous allez vouloir supprimer des credentials. C'est le cas où, alors il y a deux cas en fait, soit le sign-in n'a pas fonctionné. Donc si le sign-in n'a pas fonctionné, ça veut dire quoi? C'est que vous avez fait votre requête à votre back-end, puis votre back-end a dit non mais l'email et le password ne sont pas bons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui avait été enregistré précédemment dans Smart Log for Password a été modifié quelque part, et donc n'est plus valide. Donc vous allez devoir manuellement aller demander à Smart Log for Password de supprimer ces credentials parce qu'ils n'ont plus de valeur, ils ne sont plus utiles puisqu'on n'arrive plus à se connecter. Et le deuxième cas, c'est si votre utilisateur tout simplement supprime complètement son compte, vous allez vouloir supprimer aussi ces credentials de Smart Log for Password parce qu'il ne s'en servira plus jamais. Donc comment on fait ça? On fait encore des credentials, pardon, hop, j'étais un peu vite. On fait encore des credentials avec l'email et le password, et puis on appelle la méthode delete sur notre Google API Client avec ces fameux credentials. Tout ça, c'est cool, ça marche pour Android, mais est-ce que ça ne serait pas magique si les credentials que j'ai enregistrés sur l'appli Android se retrouvaient magiquement sur le site web? Alors vous allez me dire, il faudrait associer le site web à l'application pour pouvoir faire ça. Bah oui, Digital Asset Links est là pour nous aider. Et donc, pardon. Ah, ok, excusez-moi, j'entends. Donc du coup, on va revenir en fait sur notre Digital Asset Links, et c'est vraiment ça qui va nous permettre d'associer l'application Android au site web, encore une fois. Donc là, on retrouve exactement le code qu'on avait tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va vouloir faire de plus ici? C'est déléguer une nouvelle permission. Donc en fait, on veut que le site web délègue à l'application Android
une nouvelle permission. Et cette nouvelle permission, c'est tout simplement getLoginCred, d'accord, qui est en fait le site donne la permission à l'application Android de récupérer les credentials pour pouvoir se connecter. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses. Et voilà ce que ça va permettre, c'est que je vais pouvoir, si j'ai créé d'abord un compte sur le web, mais jamais sur l'application Android, je me suis connecté, je vais quand même pouvoir récupérer les credentials du site web de façon complètement transparente. Après, vous allez me dire, bah oui, mais c'est cool, mais on a essayé de faire tomber les murs, il faudrait aussi les faire tomber dans l'autre sens. Donc si l'utilisateur crée d'abord un compte sur l'application Android, est-ce que je ne peux pas les récupérer sur le site web? Bah si, c'est possible. Il faut simplement que l'application Android délègue la permission au site web de gérer les credentials. Et donc ça se passe, encore une fois, avec les Digital Asset Links. Par contre, la façon de faire est un petit peu différente. On va aller dans l'Android Manifest, et on va rajouter ce metadata un peu spécial. Donc il y a un nom qui s'appelle Asset Statements et qui va pointer sur une ressource qui est tout simplement dans mes strings. Et puis si je vais dans mes ressources, si je vais dans mes ressources, voilà ce que je vais retrouver. Donc en clair, qu'est-ce que je trouve ici? C'est du JSON mis dans du XML, donc c'est un petit peu, c'est assez moche, il faut le dire, avec beaucoup d'escaping. Mais en clair, ce qu'on voit ici, c'est qu'on include. Donc on dit en fait que l'application Android va avoir ce Digital Asset Links comme vérification en fait de mon association avec, enfin en tout cas de ma délégation de possibilités au site web en l'occurrence. On va le voir. Donc, qu'est-ce que va faire l'application Android? Encore une fois, à l'install, le système Android va aller voir cette URL, qui est exactement la même URL que ce qu'il y avait, si vous vous rappelez bien, pour le site web. Donc, pour que le site web délègue à l'application Android, là, on va déléguer, l'application Android va déléguer au site web. Et en fait, c'est la même URL, parce qu'on va tout mettre dans ce même fichier. Ça ne sert à rien de faire deux fichiers. Vous pourriez faire deux fichiers, mais autant tout mettre dedans. Et dedans, on va retrouver des blocs un peu comme ça. Donc on retrouve encore, la source, c'est l'application Android. La relation, c'est on donne la possibilité à la cible de récupérer les credentials. Et la target, ici, bien sûr, c'est le site web. Donc c'est pour ça que le namespace, c'est le web, et que le site, c'est https://www.trendline.eu. En l'occurrence, on a on a des domaines par pays, donc on se retrouve à avoir beaucoup de blocs comme ça. Et si vous allez sur www.trendline.eu/wellknown/assetlinks, vous allez retrouver toute la liste avec en bas, bien sûr, le bloc pour que le site web délègue la possibilité de se connecter et de gérer les URL à l'application Android. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si je vais sur le site web, voilà ce qui se passe. Et là, si on regarde bien, hop, on se rend compte qu'on a un credential qui est ici, qui n'est pas du tout en provenance du web, puisqu'on voit bien que c'est Android 2.//, donc ça vient en fait de l'application Android. C'est vraiment un couple email mot de passe qui a été enregistré sur l'application Android, mais que je retrouve automatiquement sur Chrome et dans le web. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Voilà, donc là, on a vraiment fait tomber les murs. En vrai, il y a encore plein d'autres choses. Malheureusement, j'ai plus que 5 minutes pour discuter. Donc je voulais juste rapidement en parler. Donc il y a Appendexing, je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec ça, mais en clair, ça veut dire du Google Search directement dans les apps natives. Donc ça va encore une fois faire un petit peu tomber les murs, parce que quand vous allez associer un écran dans une application Android ou une application iOS, directement à l'équivalent sur le web. Donc on va vraiment avoir cette dualité entre le web et les applications natives. Ensuite, sur Firebase, vous allez retrouver tout ce qu'on appelle les Dynamic Links. Qu'est-ce que c'est qu'un Dynamic Links? C'est en gros un deep link déféré, ou différé plutôt, en français. Donc imaginons que je clique sur un lien, je n'ai pas encore l'application, donc les Dynamic Deep Links vont me rediriger vers le Play Store, je vais installer l'application sur le Play Store, et une fois que je vais être démarré, les deep links vont me dire, au fait, avant même que l'utilisateur souhaitait, quand l'utilisateur a cliqué sur le lien, en fait, il cliquait sur ce lien-là. Donc tu peux ouvrir maintenant le contenu qui était propre à ce lien-là. Alors que la plupart du temps, ce qu'on trouve, c'est que les gens se font rediriger sur le Play Store, ils installent l'app, et là, ils ne se retrouvent pas du tout dans l'état qui aurait été amené s'ils avaient cliqué sur le lien précédent, quoi. Donc ça, je vous conseille d'aller tout simplement sur la doc Firebase, qui est plutôt claire et assez simple à comprendre. Une autre chose qui est App Preview Messaging, qui est en preview. Alors ça s'appelle App Preview Messaging, mais c'est en preview. Donc malheureusement, il n'y a pas accès encore, mais c'est encore une façon de faire un peu tomber les murs, notamment dans le cas de votre app qui soit une app de messaging. Donc actuellement, si vous êtes une app de messaging et que vous voulez envoyer à quelqu'un un message, si cette personne n'a pas la même app de messaging, donc imaginons que je l'envoie avec WhatsApp, si elle n'a pas WhatsApp, il ne se passe rien, quoi. Et bien avec App Preview Messaging, vous allez pouvoir forcer
ou en tout cas envoyer quand même le message via les Play Services. Et donc cette notification va demander à votre interlocuteur, enfin déjà elle va s'afficher, donc vous allez quand même pouvoir envoyer ce message, et elle va surtout vous proposer d'installer l'application, donc si c'est dans le cas de WhatsApp, ça va vous proposer d'installer WhatsApp. Donc ça va encore faire tomber les murs entre le site web et le natif. Et puis enfin, donc, le sujet dont je voulais discuter, qui est Android Instant Apps, malheureusement n'est pas, voilà, c'est un petit peu encore trop récent pour en discuter. Mais Android Instant Apps, je ne sais pas si vous avez vu la démo à Google I/O, mais l'idée c'est clairement, alors là, il n'y a plus du tout de mur, puisque à chaque fois que vous cliquez sur un lien, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, on arrive directement dans l'app, même si cette dernière n'avait pas été installée sur votre téléphone. Donc en fait, ce que va faire Android Instant Apps, c'est qu'il va, donc vous allez devoir séparer votre application native en plein de petits morceaux. Et puis à chaque fois que vous cliquez sur un lien, c'est juste ce petit morceau qui va être téléchargé. Puis après, si vous avancez dans l'app, c'est un autre petit morceau. Et au fur et à mesure, on va construire un espèce d'ensemble de petits morceaux qui vont construire l'application dans sa globalité, quoi. Donc Android Instant Apps, pour l'instant, n'est pas disponible de façon publique, mais j'espère le sera très rapidement, quoi. Voilà, donc pour conclure, je voulais vraiment dire que les liens, c'est pas quelque chose qui est juste pour le web, hein. Bien sûr, c'est des choses qui marchent à la fois pour le web et à la fois pour Android. Et quand vous les gérez, il faut bien vous assurer que vous les gérez, enfin, vous cassez pas les liens ou vous cassez pas la façon dont les liens fonctionnent. Donc c'est vraiment la glue entre vos différents produits, ou en tout cas entre vos différentes plateformes ou applications. Donc n'hésitez pas à bien gérer les liens. Et puis ensuite, n'ayez pas peur, quoi. Ou soyez pas un peu feignant, comme vous pouvez voir ce que je vous ai montré là. Bon, j'ai fait 1 heure pour vous présenter tout ça, mais en vrai, c'est 4-5 fichiers pour chaque possibilité. Donc ça serait dommage de s'en priver, sachant que ça permet à l'utilisateur d'avoir une expérience qui soit vraiment fluide entre le web et le natif, ou entre le natif et le web. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là et je serai là de toute façon derrière toute l'après-midi, quoi. Merci. Il y a un micro, je pense, ouais. Ça va m'éviter de répéter. Pour ce qui est du lien HTTP vers application, donc que ce soit le lien à l'ancienne ou via Applinks, ouais. Est-ce que dans la réception d'intent, parce que les deux se font par la réception d'intent dans l'Activity, dans le cas de l'Applinks, oui, en fait, l'Applinks, c'est une espèce de vérification que le site web et l'application Android sont la même entité. Mais en clair, ça va être la même chose qui va se passer dans le code. On va juste recevoir un lien, c'est juste qu'il n'y aura plus le chooser qui s'affiche au milieu, quoi. Ok, et est-ce que du coup, dans ce lien-là, on récupère de la métadonnée qui nous permettrait de traquer l'origine du lien? Non, pas du tout. Non, donc ça... c'est à mettre dans l'URL, en fait. C'est à mettre dans l'URL, exactement. Okay. Donc soit en query params, et après, du coup, il faut changer le parseur un petit peu pour aller lire ces choses-là. Mais non, on va recevoir simplement un intent dont la data, donc la data, c'est le lien sur lequel on a cliqué, quoi. Mais en fait, le référeur, c'est un petit peu délicat, parce que si on vient d'une autre app, donc genre je viens de Gmail, il n'y a pas vraiment de protocole, en tout cas, qui permet de définir ce fameux référeur, quoi. Ouais, je vois l'idée. Ok. Donc, il faut mettre le path en préfixe. Alors, il faut mettre le path, en fait, ouais, voilà, et puis soit mettre path étoile, soit, et puis ensuite aller lire les query params, alors que là, j'ai juste lu les segments, et vraiment, après, il y a ce qu'on appelle les query params, quoi. Ok, ça roule, merci. Ouais, je suis devant. Sinon, j'ai un micro, je crois, non? Merci. Alors moi j'ai plein de questions. La première pour les Related App Banners. Ouais. Est-ce que ça check les requirements de l'appli? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, ça va checker que mon appli elle a besoin de la caméra, elle a besoin de, j'en sais rien. Très bonne question. C'est vrai que j'ai pas testé parce que les requirements qu'on a actuellement sur l'appli Trendline sont très simples. Mais vu que, ma compréhension des choses, j'ai pas été voir le code source de Chrome. Ma compréhension des choses, c'est que c'est vraiment le Play Store. C'est du contenu qui est affiché par le Play Store. Donc vu que le Play Store sait gérer ses requirements, j'aurais une tendance à dire que ça gère justement ses prérequis. Mais c'est vraiment un point de vue personnel, il faut aller voir le code source pour s'assurer ça. Est-ce que j'ai le droit aux autres questions ou il y en a peut-être d'autres qui veulent? On peut continuer encore une ou deux pendant que les autres lèvent la main. Ouais, alors j'en fais encore une. Juste, je suis pas sûr de ma compréhension pour les intents. Est-ce que quand tu utilises un browser, oui, à chaque fois que tu changes de lien, est-ce que ça va le système des intent filters, il va marcher également?
Non, il n'y a que si tu viens depuis, par exemple, le Gmail. Alors après, ça dépend de ton navigateur, mais Chrome, en l'occurrence, ne fait pas ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quand tu changes, enfin quand tu viens de Gmail ou quand tu tapes un lien. Non, quand tu cliques sur un lien. Mais par contre, quand tu tapes un lien directement dans la barre de recherche, ça ne le fait pas. D'accord. Parce que là, tu disais tout à l'heure, il faut pas en abuser. Enfin, tu t'amuses pas à récupérer les intents SNCF, par exemple. Mais il y avait cette partie-là, mais ce que je voulais surtout dire, c'est essayez pas, dans le cas de Trendline, ce que je voulais pas faire, c'est prendre tout trendline.eu. Parce qu'en fait, il y a des fonctionnalités qui sont dispo que sur le site web. Donc si on prend tout, en tant qu'application native, on se retrouve complètement coincé sur le mobile parce qu'on n'est plus capable d'aller rediriger l'utilisateur sur le web. Ce qui est complètement dommage, parce qu'il y a vraiment des fonctionnalités qui sont dispo que sur le web, quoi. Donc on va aller lire uniquement les fonctionnalités ou les URL qui sont associées à des fonctionnalités qu'on gère à la fois dans le web et à la fois dans l'application native. D'accord, mais parce que du point de vue sécurité, qu'est-ce qui empêche une appli de récupérer les intents d'une certaine URL et à la limite de recracher un intent d'une autre URL derrière, sur une autre URL? Enfin, qu'est-ce qui t'empêcherait de rediriger en fait des choses par le biais d'une appli? Alors, si j'ai bien compris ta question, qu'est-ce qui m'empêcherait, par exemple, moi, en tant que Trendline, de récupérer des liens voyage SNCF? Ouais, par exemple. Alors ça, il n'y a rien qui empêche. Ça, tu peux le faire. C'est juste que s'il y a plusieurs applis qui répondent à ça, le système va te demander dans le chooser, est-ce que tu veux ouvrir Trendline, est-ce que tu veux ouvrir voyage SNCF, ou est-ce que tu veux ouvrir le site web via Chrome, ou un autre navigateur. Enfin, s'il y a 20 navigateurs, tu auras 20 lignes jusqu'à ce que tu cliques sur Always, ou que tu associes ton site web à ton application native. Et donc c'est pour ça qu'Appling c'est vraiment très intéressant, parce que si tu fais vraiment ça, en fait dans le cas voyage SNCF, donc je prends cet exemple-là, moi je vais pas être je contrôle pas le HTTPS de www.voyage-sncf, donc je serai pas en mesure de mettre ce fameux fichier digital asset links, donc je serai pas en mesure d'associer mon appli Android ou mon appli iOS au domaine voyage SNCF, d'accord? Donc en clair, si eux le font, ils seront en mesure tout simplement, ils sont en mesure de le faire parce qu'ils gèrent l'appli et le site web, et ils seront donc, une fois vérifiés, la seule appli qui sera ouverte quand tu cliqueras sur ce type de lien, quoi. D'accord, mais la méthode pour les intents, juste celle de base, par contre, elle va fonctionner du coup. Oui, exactement. Merci. Il y a plein d'autres questions devant. Je vois quelqu'un là qui hésite avec sa main. Non, c'est bon? Bon, dommage. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Derrière, je serai disponible toute l'après-midi dans les salles au milieu. Merci beaucoup en tout cas.